Alors, bienvenue à ce cours de développement mobile avec Android Studio. Donc, je serai votre formateur tout au long de cette formation. Cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent faire du développement avec Kotlin, hein, bien entendu, je le rappelle. Donc, nous allons revoir les bases. Si vous connaissez déjà Android Studio, vous pouvez passer ce cours. Sinon, je vous invite à me suivre. Donc, nous allons voir qu'est-ce que l'univers d'Android. Donc, il faut savoir qu'Android est un système d'exploitation mobile basé sur le noyau Linux et développé actuellement par Google. Alors, l'objectif d'Android était de développer un système d'exploitation mobile plus intelligent qui ne se contenterait pas uniquement de permettre d'envoyer des SMS et transmettre des appels, mais qui devait permettre à l'utilisateur d'interagir avec son environnement, notamment avec son emplacement géographique. Ses principaux concurrents à l'époque étaient Symbian et Windows Mobile. C'est pourquoi, contrairement à une croyance populaire, il n'est pas possible de dire qu'Android est une réponse de Google à l'iPhone d'Apple, puisque l'existence de ce dernier n'a été révélée que 2 années plus tard. Android a été lancé officiellement en juin 2007 à la suite du rachat par Google en 2005 de la start-up du même nom. Afin de promouvoir ce système d'exploitation, et ainsi concurrencer les systèmes propriétaires mobiles, Google a su fédérer autour de lui une trentaine de partenaires réunis au sein de l'Open Handset Alliance. Alors l'Open Handset Alliance compte à l'heure actuelle 80 membres. Et en fin 2010, Android devient l'OS mobile le plus utilisé du monde. Alors la philosophie et les avantages d'Android. Il faut savoir qu'Android est open source. Le contrat de licence pour Android respecte les principes de l'open source, c'est-à-dire que vous pouvez à tout moment télécharger les sources et les modifier selon vos goûts. Notez au passage qu'Android utilise des bibliothèques open source puissantes, comme par exemple SQLite pour les bases de données, et OpenGL pour la gestion d'images 2D et 3D, pour faire des jeux par exemple. Android est gratuit, ou presque. Android est gratuit autant pour vous que pour les constructeurs. Si vous prenez l'envie de produire votre propre téléphone sous Android, alors vous n'auriez même pas à payer une quelconque licence. En revanche, pour poster vos applications sur le Play Store, il vous en coûtera la modique somme de 25 $. Ces 25 $ permettent de publier autant d'applications que vous le souhaitez, et à vie. Contrairement à l'iPhone qui lui demande 100 $ par an. Android est facile à développer. Toutes les API mises à disposition facilitent et accélèrent grandement le travail. Ces API sont très complètes et très faciles d'accès. De manière un peu caricaturale, on peut dire que vous pouvez envoyer un SMS en seulement 2 lignes de code, avec ce qui s'appelle un intent. Nous verrons ça dans le cours concernant les intents implicites. Une API ou interface de programmation en français est un ensemble de règles à suivre pour pouvoir dialoguer avec d'autres applications. Par exemple, je peux demander à Google Maps de m'afficher la carte de Paris si je sais comment lui demander, quelles méthodes sont à utiliser, avec quels paramètres et ce qu'elle retourne. Android est facile à vendre, c'est-à-dire que le Play Store, anciennement Android Market, est une plateforme immense et très visitée. C'est donc une mine d'opportunités pour quiconque veut diffuser une application dessus. Bien entendu, il existe d'autres markets, comme par exemple le market d'Amazon, mais avec son lot de contraintes et d'avantages. Nous allons faire un petit cours concernant la publication d'applications, mais nous nous basons uniquement sur le Play Store de Google. Android est flexible, c'est-à-dire que le système est extrêmement portable, il s'adapte à beaucoup de structures différentes, les smartphones, les tablettes, la présence ou l'absence de clavier ou de trackball, différents processeurs, etc., etc. On trouve même des fours à micro-ondes qui fonctionnent à l'aide d'Android. Non seulement c'est une immense chance d'avoir autant d'opportunités, mais en plus Android est construit de manière à faciliter le développement et la distribution en fonction des composants en présence dans le terminal. Par exemple, si votre application nécessite d'utiliser le Bluetooth, seuls les terminaux équipés de Bluetooth pourront l'avoir sur le Play Store. Et enfin, Android détient les 3/4 du marché des smartphones, ce qui n'est pas négligeable. Alors voici les parts de marché des OS mobiles en 2012 et 2016. Donc pour le premier trimestre 2012, Android détenait 59,1% des parts de marché, contre iOS qui en détenait 22,9%.
Windows Phone, quant à lui, en détenait 2,1. Aujourd'hui, Windows Phone est quasiment mort. Au troisième trimestre 2016, Android est passé donc de 59,1% à 87,8%. Et iOS a reculé passant de 22,9% à 11,5%. Attention toutefois, ça ne veut pas dire que la plupart des utilisateurs sont sur Android, qu'une application est plus rentable sur Android. Il faut savoir que les utilisateurs d'iOS sont plus dépensiers que les utilisateurs d'Android. Ils n'hésitent pas à acheter des applications ou des contenus pour les applications. Alors que les utilisateurs d'Android se situent un peu partout dans le monde, que ce soit dans les pays développés, avec un fort pouvoir d'achat, ou les pays en voie de développement, avec un pouvoir d'achat moindre. Vous touchez donc plus d'utilisateurs, mais pas forcément plus d'acheteurs. Alors Android dans le temps. Pour Android 1.0, la grande innovation pour cette première version Android fut la barre de notification au travers d'un menu déroulant qui regroupe plusieurs affichages pratiques et rapidement accessibles. Ce fut aussi l'apparition des widgets et de l'ancêtre du Google Play Store, l'Android Market. Mais la boutique présentait bon nombre de défauts par rapport à l'Apple Store. Très peu d'applications, l'absence de ce type de paiement, et il aura fallu attendre près d'un an pour que tout cela soit corrigé. Pour la version 1.5, améliorant l'interface graphique d'Android, à partir de celle-ci, il a été décidé de nommer les différentes versions du système d'exploitation avec des noms de gâteaux. Il y a aussi l'apparition du clavier tactile et du presse-papier. Pour la version 1.6, la mise à jour 1.6 aura permis de gérer toutes les définitions allant jusqu'à la HD, avec une définition de 1280 x 720 pixels, un grand pas en avant pour le système. Android 2.0, amélioration du clavier tactile, fond d'écran animé, prise en charge du Bluetooth 2.1, arrivée de Google Maps, nouvelles fonctions pour l'appareil photo, flash, zoom digital, balance des blancs, effet de couleur et focus macro. La fonction speech to text fait également son entrée et introduit la synthèse vocale au sein du système Android. Sur Android 2.2 et 2.3, Froyo et Gingerbread, de nouveaux raccourcis ont été ajoutés aux côtés du lanceur d'application, le téléphone et le navigateur natif. La mise à jour proposait également du nouveau pour la galerie, avec une meilleure interface pour regarder vos photos, des effets de transition, ce qui rendait l'OS encore plus convivial. Sur Android 3.0, c'était une version uniquement pour tablette. L'idée a été abandonnée dès Android 4, qui regroupait tablette et smartphone pour un même OS. Donc Android 4.0 graphisme, il y a eu Android Holo, plein de nouveautés dont l'ajout de dictionnaire pour le clavier virtuel, application photo améliorée, rapidité de capture quasiment en mode rafale, capture d'écran native, consultation du son, trafic data pour ne plus avoir de hors-forfait à votre prochaine facture, création plus facile de dossiers d'application, écran de verrouillage repensé sous forme d'un cadenas qui permet de lancer vos applications raccourcies, mise à jour du navigateur, prise en charge de l'enregistrement vidéo Full HD 1080p, etc., etc. Android 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4, plus rapide, assistant Google Now, un peu comme Siri, plus épuré, moins de consommation, apparition d'un mode immersif qui cache la barre de notification pendant les jeux ou le visionnage d'un film, et qui permet, à la différence des autres versions, de faire réapparaître en glissant le doigt à partir du bord de l'écran, mise à jour de l'application téléphone qui met en place un nouveau design et qui cherche la personne qui appelle sur Google+, si elle n'est pas dans les contacts. Hangout remplace l'application message et centralise SMS, MMS, appel vidéo, mise à jour du clavier Google qui ajoute des emojis, etc., etc. Apparition de Google Print, par exemple, qui permet d'imprimer des photos, des documents, des pages web à distance, à l'aide, bien sûr, d'une imprimante connectée, compatibilité avec le Bluetooth MAP et avec Chromecast, mise à jour de l'application téléchargement qui permet une meilleure gestion avec des nouvelles options de triage et une nouvelle interface, mise à jour de l'application email, etc. Android 5, apparition du matériel design, c'est un flat design, plus de sécurité, refonte de l'interface graphique donc, nouveau moteur d'exécution ART, qui compile les applications dès leur installation plutôt que la compilation GIT de Dalvik, disponibilité d'Android TV, d'Android Auto, etc., etc. Puis Android 6, apparition des permissions. Donc ça, c'était une grande nouveauté, c'est-à-dire que l'utilisateur, au lieu de valider toutes les permissions lors de l'installation d'une application,
il les valide petit à petit lorsque l'application, logiquement ou normalement, a besoin de ces permissions. Bien entendu, il existe des applications qui demandent toutes les autorisations lors du premier démarrage, mais ce n'est pas forcément la meilleure manière de coder une application. Le but de cette version 6.0 qui met l'accent sur la sécurité, c'est de rendre l'utilisateur plus maître des autorisations qu'il donne aux applications. Bien sûr, il y a aussi l'apparition du multi-fenêtre, la barre d'action rapide pour tablette, intégration des options d'information, lancement de Google Now en débloquant l'écran d'accueil, etc., etc. Android 7, l'apparition du multi-fenêtre, etc. Aujourd'hui, nous avons Android 8, Android O, qui fournit aussi un bon nombre de nouveautés. Je vous invite à regarder sur le net directement. Là, c'est un résumé, mais chaque nouvelle version Android vient forcément avec un lot impressionnant de nouveautés. Alors, pour installer et pour utiliser Android Studio, il faut au minimum 4 Go de RAM, idéalement 8 Go. Il vous faut un peu d'espace disque. Bien entendu, l'idéal ce serait une vingtaine voire une trentaine de gigas. Niveau processeur, l'émulation ne peut se faire que sur un cœur de votre processeur, donc augmenter le nombre de cœurs ne vous servira pas à grand chose. C'est vraiment la puissance pure qui compte. Il n'y a donc pas de minima, mais le plus rapide sera le mieux. Au niveau des spécificités par OS, pour Windows, il vous faut Vista, le plus récent. Pour macOS, il vous faut macOS 10.8.5 ou plus récent. Et sous Linux, il vous faut la bibliothèque GNU-C, glibc, version 2.15 ou plus récent. Le téléchargement du SDK, donc à l'heure actuelle, il semble plus sage de délaisser les versions précédentes de la version 4.0.3, l'API 15. Donc, il vous faut le Java Development Kit, JDK, l'environnement de développement Android Studio, qui lui téléchargera les API et les outils grâce au SDK. Donc, la configuration du terminal. Donc sous Windows, vous devez télécharger les drivers du terminal de votre smartphone sur le site du constructeur, ou utiliser un pilote générique. Sous macOS, il n'y a rien à faire. Sous Linux, il faut ajouter au gestionnaire de périphériques une règle spécifique par appareil relié. Sous Ubuntu, on va d'abord créer un fichier qui contiendra ces règles à l'aide de la commande samp sudo touch etc udev rules 51 android.rules, etc., etc. Mais je vous invite à regarder directement sur le net. Vous avez donc la documentation de udev pour créer vos propres règles. La configuration du téléphone. Donc il faut aller dans les paramètres du téléphone, dans sécurité, activer les sources inconnues, retourner au menu principal des paramètres du téléphone, aller dans à propos du téléphone, tout en bas, vous appuyez 7 fois sur le numéro de build, vous retournez à nouveau dans le menu principal des paramètres du téléphone, et vous verrez une nouvelle catégorie, options pour les développeurs. Donc vous allez dedans, et vous activez le débogage USB. Et normalement, votre smartphone on pourra compiler des applications directement sur votre smartphone. Voilà, c'est tout pour l'installation. Donc l'installation peut prendre plus ou moins du temps, tout dépend de votre connexion Internet. Il y a pas mal de fichiers à télécharger. Android Studio fait déjà plusieurs gigas, 1 ou 2 gigas il me semble. Et lors du lancement, il va télécharger tout un paquet de trucs, le SDK, les API, etc. Donc encore plusieurs gigas. Et enfin, il faudra aussi télécharger les images des émulateurs, si vous utilisez l'émulateur, donc pareil, plus de mémoire. Donc vraiment, il faut un bon espace de stockage, d'autant plus que vos projets aussi prendront de la place, donc voilà. Je vous conseille vraiment 30 Go de stockage minimum.
Voilà.